Il était une fois, dans l'effervescente ville de Lagos, une femme du nom de Tolani. C'était la planificatrice de mariage la plus célèbre de l'État, mais personne ne savait à quoi elle ressemblait. Le mystère entourant la marque Tani ne faisait que la rendre plus désirable, comme un mets auquel toutes les fiancées voulaient goûter. Plus elle était invisible, plus sa présence devenait puissante. Tout le monde voulait un mariage signé Tani, même sans jamais rencontrer la femme derrière la magie. On la surnommait la maître planificatrice, et les gens la réservaient des mois, voire des années à l'avance. C'était à ce point qu'ils désiraient et faisaient confiance à ses services. Certains versaient des sommes astronomiques juste pour s'assurer une date avec elle. Aucune plainte, aucune négociation. Tout ce qu'ils voulaient, c'était que Tolani organise leur mariage, et ils étaient prêts à payer n'importe quel prix pour que cela se réalise. Tolani se distinguait des autres. Sa créativité était ultime, et l'esthétique a coupé le souffle. Les prestataires qu'elle utilisait étaient toujours les meilleurs du meilleur. Tolani était le choix des célébrités, et pour beaucoup de futurs mariés. Elle n'était pas juste une planificatrice. Non, elle était un rêve devenu réalité, la femme qui rendait leur jour spécial parfait. Mais derrière tout le faste et le glamour, Tolani cachait quelque chose de sombre. Quelque chose qui faisait frissonner d'horreur tous les couples qui avaient un jour fait appel à elle. Tolani était une perfectionniste qui veillait à ce que ses clients obtiennent tout le mariage de leurs rêves. Elle avait toujours une règle que ses clients devaient accepter sans alternative. Tolani ne rencontrait jamais ses clients en personne. Elle ne leur parlait jamais au téléphone et ne leur permettait même pas d'avoir un accès direct à elle. Toute communication devait passer par son représentant, Monsieur K. Personne ne savait vraiment à quoi ressemblait Tolani, et ce mystère la rendait d'autant plus fascinante, puisque tout ce qui importait aux gens était d'avoir un mariage signé Tani. Chaque mariage qu'elle organisait devenait viral, et les gens jouissaient de la publicité que cela leur offrait. Un jour, une jeune femme du nom de Sheta contacta le bureau de Tani pour la réserver pour son futur mariage. Sheta était une personnalité médiatique en pleine ascension, intelligente, élégante et adorée du public. Ses fiançailles venaient de faire la une des journaux, et ses fans spéculaient déjà sur l'apparence de son mariage. Alors, bien sûr, elle voulait le meilleur, et pour elle, le meilleur signifiait Tani, la maître planificatrice de mariage. Comme d'habitude, elle ne parla pas directement à Tani. Un homme se présentant comme Monsieur K géra toute la communication. Il était ferme, formel et très strict. Il lui envoya un contrat avec des instructions écrites en rouge et en gras, stipulant que Sheta n'avait pas le droit de parler à la planificatrice ou de la rencontrer à aucun moment. Toutes les décisions étaient finales, car Tani ne tolérait aucune forme d'interférence. Sheta hésita d'abord, mais ses amis lui conseillèrent que Tani en valait vraiment la peine. À contre-cœur, elle signa le contrat, et la planification commença sérieusement. Les choses avancèrent comme par magie, et Sheta ne pouvait contenir son excitation. Les plans de décoration étaient impeccables, et les photos d'exemple qu'on lui envoya étaient éblouissantes. La liste des prestataires pour son mariage semblait tout droit sortie d'un magazine de luxe, et Sheta ainsi que son futur époux étaient tellement impressionnés. Cependant, l'idée de ne pas connaître la planificatrice ne convenait pas à sa mère, qui lui dit qu'aucune fiancée ne devrait confier son mariage à un fantôme. « Ma fille, ton mariage est un événement si spécial et délicat pour le confier à une femme que personne ne connaît. » Sa mère avait du mal à comprendre pourquoi une femme aussi puissante que Tani refusait d'être vue en public. « Ma fille, si une personne a peur de montrer son visage, c'est qu'elle cache soit la honte, soit quelque chose de maléfique. » Mais Sheta éclata de rire. Sachant à quel point sa mère pouvait être spirituelle, elle tenta de la convaincre de ne pas s'inquiéter, affirmant que c'était juste son style. « Tout le monde passe au numérique, maman, visage ou pas. Cette femme sait ce qu'elle fait. Et elle a prouvé qu'elle était capable de gérer le mariage, dit Sheta à sa mère, qui ne parvenait pas à accepter l'explication donnée par sa fille. La mère de Sheta ne pouvait chasser le malaise qui grandissait en son esprit. Ses instincts avaient toujours raison, et au fil des années, elle avait appris à ne jamais ignorer les murmures dans son esprit. Sans en informer sa fille Sheta, elle décida de rendre visite à Tolani. Elle arriva à son bureau et rencontra Monsieur K qui l'informa que Tolani ne recevait pas de visite publique. La mère de Sheta essaya d'insister, mais Monsieur K appela la sécurité, et elle fut expulsée du bureau comme une importune. Elle rentra chez elle, inquiète de ce qu'elle venait de vivre.
Est-ce possible que mes instincts aient raison? Pensa-t-elle alors qu'un frisson parcourait son échine, assise là, confuse. Sa fille Cheta entra pour l'informer que son futur époux, Hugo, venait de lui acheter une voiture. Elle était tellement excitée, mais sa mère n'avait pas l'air excitée du tout. Tu dois dire à la planificatrice de mariage d'arrêter, dit-elle à Cheta, qui fronça les sourcils et dit à sa mère de ne pas se donner de l'hypertension artérielle pour rien. Tu t'inquiètes pour rien, maman, dit Cheta à sa mère, qui la supplia de l'écouter. Je suis ta mère et je ne te tromperai pas, ma fille. Je ne fais pas confiance à cette femme, Tani. Pourquoi aucun d'entre vous ne l'a-t-il jamais rencontrée? Cela ne te dit-il pas que quelque chose pourrait ne pas aller? Cheta offrit à sa mère un sourire rassurant. Maman, tout est dans ton imagination. Tous les couples dont elle a organisé le mariage sont toujours ensemble et heureux. Personne ne s'est même divorcé. Alors, maman, détends-toi et profite du processus avec moi. C'est tout ce que je veux que tu fasses, maman, dit-elle à sa mère, qui resta immobile, les doigts agrippant son pagne tandis que ses yeux se portaient vers la fenêtre. Ma fille, as-tu vérifié des nouvelles de l'un d'eux récemment? Demanda-t-elle à Cheta, qui l'informa que Tolani avait organisé le mariage de sa collègue il y a 9 ans. En fait, c'est elle qui m'a recommandé Tani, en disant que Tani était la meilleure que je puisse jamais obtenir. Tina est toujours heureusement mariée à son mari, et ils ont déjà 2 beaux enfants, dit-elle à sa mère, qui ne comprenait pas pourquoi elle se sentait encore mal à l'aise. Cheta rassura une fois de plus sa mère que tout irait bien. Et sa mère soupira profondément et ne dit rien. Peut-être que ses craintes étaient vraiment mal placées. Elle se détendit et regarda le jour du mariage approcher. Rien d'étrange ne se produisit, et la mère de Cheta se força à croire que tout irait bien. Le jour du mariage arriva enfin, et la cérémonie fut impeccable. Aucun détail n'était déplacé, la salle scintillant comme dans un film. Des célébrités marchèrent sur le tapis rouge, et des influenceurs postèrent des photos, qualifiant le mariage de Cheta de « mariage de la décennie ». Chaque magazine et blog nuptial majeur du pays fit la une avec ce mariage, et les réseaux sociaux bourdonnèrent pendant des jours avec les photos de Cheta et de son époux dans leur tenue luxueuse. Cheta rayonnait aux côtés de son mari Hugo, tandis que le monde regardait avec admiration. Maman Cheta ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant que sa petite fille avait enfin eu le mariage de ses rêves. Elle se tenait près du couple, les mains levées en une prière silencieuse, espérant que ses craintes n'étaient que le fruit de son imagination. Des mois passèrent, et rien ne semblait s'être produit. Cheta vivait heureuse avec son mari Hugo. Elle n'était pas encore enceinte, mais ce n'était pas un problème, car Cheta voulait délibérément commencer à essayer après 1 an de mariage. Elle pensait avoir besoin de temps pour créer des liens solides avec son mari avant de concevoir. Sa mère était désormais tranquille, voyant à quel point sa fille Cheta était épanouie avec son mari. Les rires, la chaleur, la paix, tout cela la rassurait que tout allait bien. Maman Cheta ne comprenait pas pourquoi elle avait été si troublée au départ. Elle écarta ses craintes, choisissant de croire qu'il s'agissait simplement des angoisses naturelles d'une mère qui marie son enfant. Les mois passèrent, et tout semblait bien se dérouler jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise. La collègue de Cheta, Tina, fut retrouvée morte avec son mari chez eux. Ils étaient morts dans leur sommeil, paisiblement, sans signe de lutte, sans problème de santé connu, rien d'inhabituel. La nouvelle éclata le lendemain matin, et Cheta l'entendit à la radio en préparant le petit déjeuner. Au début, elle crut avoir mal entendu, mais lorsque son téléphone se mit à vibrer sans arrêt, elle réalisa que c'était vrai. Tina et son mari étaient morts. Elle laissa tomber sa tasse de café, la céramique se brisant sur le sol de la cuisine tandis que son cœur se mettait à battre frénétiquement. Cheta se souvint à cet instant que Tina s'apprêtait à fêter ses 10 ans de mariage. Elles en avaient parlé plusieurs fois au bureau, et Cheta était sûre que c'était bientôt. Elle se précipita sur le profil de Tina pour vérifier la date et réalisa que c'était aujourd'hui son anniversaire de mariage. Tina s'était mariée exactement 10 ans plus tôt, et maintenant elle était morte avec son mari. Cheta ne pouvait s'empêcher de trembler. Elle prit son téléphone et appela sa mère, qui se précipita immédiatement chez elle. « Ça ne peut pas être une coïncidence, » dit-elle à sa mère, qui commença à regretter silencieusement de ne pas avoir insisté plus fort pour que Cheta annule les services de Tani. « J'aurais aimé que tu m'écoutes, ma fille, » dit-elle à Cheta, qui ne pouvait s'empêcher de penser que Tolani avait quelque chose à voir avec la mort de Tina.
Elle sortit son téléphone et commença à rechercher tous les mariages que Tolani avait organisés par le passé. Plusieurs des couples étaient encore en vie et heureux. Mais Cheta tomba sur quelques-uns qui étaient également morts mystérieusement. Un des couples s'était noyé pendant leur week-end pour leur 20e anniversaire aux Maldives. Un autre était mort dans un incendie mystérieux dans leur maison, la nuit même de leur 10e anniversaire. Le mari et la femme, piégés à l'intérieur, tandis que tout partait en flammes. Les mains de Cheta tremblaient tandis qu'elle parcourait les articles, les yeux remplis de larmes et l'esprit en ébullition. Chaque couple qu'elle vérifiait avait une chose en commun. Ils étaient morts le jour de leur 10e anniversaire de mariage. Un frisson glacé parcourut l'échine de Cheta. Elle se tourna vers sa mère, maintenant à genoux en train de prier, la voix tremblante alors qu'elle murmurait le psaume 91. « Maman, dit Cheta, d'une voix basse et tremblante. Et si c'était vrai? Et si Tolani n'était pas juste une planificatrice? » Sa mère ouvrit lentement les yeux et commença à parler. « Tolani vous a fait quelque chose. Elle n'a pas juste pris votre argent, Cheta. Elle a pris quelque chose de vous et de chaque couple dont elle a organisé le mariage. Et si tu n'agis pas vite, quelque chose de maléfique pourrait arriver. » Cheta ne pouvait s'empêcher de trembler. Elle devint obsédée par la recherche de la vérité, et son mari Hugo commença à penser qu'elle réagissait de manière excessive. « Ne crois-tu pas que cela pourrait être une coïncidence ?» dit Hugo à Cheta un soir en rentrant à la maison et la trouvant assise derrière son ordinateur portable, absorbée par des articles de presse, des billets de blog et des forums en ligne, croisant les noms et les dates de chaque couple pour lequel Tolani avait organisé un mariage. Cheta leva les yeux vers Hugo, les yeux cernés par l'inquiétude. « Une coïncidence » répéta-t-elle, la voix serrée par la frustration. « Hugo, j'en ai trouvé 6. 6 couples, tous morts le même jour exact. Leur 10e anniversaire de mariage. Pas de maladie, pas d'avertissement. Ils sont juste morts comme ça. » Hugo soupira et s'approcha d'elle. « Chérie, je comprends. Tu as peur. La mort de Tina a secoué tout le monde. Mais peut-être que tu exagères et que tu fais des liens parce que tu as tellement peur que la même chose nous arrive. » Les yeux de Cheta s'emplirent de larmes. Elle ferma son ordinateur portable et attrapa son contrat de mariage qu'elle montra à son mari, Hugo. « Nous devons relire ceci, » dit-elle, le lui tendant. Hugo prit le papier et le parcourut. « Je l'ai déjà lu, mon amour. J'étais là quand tu l'as signé. »« Non, » dit Cheta, la voix désormais tremblante. « Regarde sous la politique d'annulation. Regarde les petits caractères. » Une encre grise, à peine visible, que personne n'avait pris la peine de lire. En acceptant cet accord, vous et votre conjoint bénéficiez d'une garantie de 10 ans de bonheur conjugal. Au terme des 10 ans, le solde sera perçu intégralement. Aucun recours, aucune échappatoire. Les mains d'Hugo tombèrent sur ses genoux, ses yeux s'écarquillant sous le choc. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il à Cheta, qui se tenait là, confuse, alors qu'ils se regardaient tous deux, incrédules. « Nous devons signaler cela à la police, » dit Hugo à sa femme, qui hocha la tête en signe d'accord. Ils arrivèrent au poste de police et rencontrèrent un officier qui les informa qu'ils n'étaient pas les premiers à venir avec des soupçons concernant la planificatrice de mariage. Cependant, il n'y avait aucune preuve tangible sur laquelle la police pouvait travailler. La dernière fois qu'il s'était rendu à son bureau, il n'avait rien trouvé de suspect. Seulement son représentant, M. K, qui leur avait permis de lui parler au téléphone. Cheta et son mari, Hugo, tentèrent de convaincre la police que leur vie était en danger. Ils lui montrèrent le contrat de mariage, qui stipulait qu'ils étaient garantis 10 ans de bonheur conjugal et qu'après 10 ans, le solde devait être payé intégralement. L'officier regarda le contrat, perplexe, essayant de comprendre ce que cela signifiait. « Payez-leur simplement leur solde et tout ira bien, » dit-il à Cheta et à son mari, qui l'informèrent que Tolani était maléfique. « Ce n'est pas une question d'argent, officier. Solde ne veut pas dire de l'argent, cela signifie nos vies. Chaque couple dont elle a organisé le mariage, chacun d'entre eux est mort exactement 10 ans après le jour de leur mariage. » L'officier ricana. « Madame, savez-vous combien de contrats étranges les gens signent chaque jour? Si personne ne transgresse la loi ouvertement, je ne peux pas classer cela comme une affaire criminelle. » Hugo serra les poings et cria avec colère à l'officier. «
Alors, nous attendons juste de mourir, demanda-t-il à l'officier, qui soupira et se renversa sur sa chaise. Si vous voulez mon conseil honnête, je vous dirai d'aller à l'église, car ce dont vous parlez ressemble à du juju, et le juju, vous savez, ce n'est pas une affaire de police, dit-il alors qu'il quittait le poste de police, déçu. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent chez eux, et Cheta se sentit si mal de savoir que la police ne voulait pas les aider malgré leurs plaintes. Elle prit son ordinateur portable et commença à parcourir des articles, cherchant tout ce qui pourrait être utile pour découvrir qui était vraiment Tolani. Après des heures de recherche, elle trouva un article enfoui sous des pages et des pages de résultats. C'était un article écrit par une femme qui avait tenté de mettre en garde les gens contre Tolani. « Éloignez-vous de la planificatrice de mariage maléfique », écrivait-elle dans l'article, parlant de la décennie de la mort et du fait que la décision de Tolani de ne pas montrer son visage était délibérée pour atteindre son but maléfique. Les réponses sous le post la critiquaient pour avoir répandu des mensonges sur leur planificatrice de mariage préférée, Tani. Cependant, un commentaire se démarquait des autres. C'était une seule réponse postée anonymement 3 ans après que l'article soit devenu viral. Il disait « Si Tani a jamais organisé votre mariage, brûlez tous les objets qu'elle vous a donnés. Ne brûlez pas seulement les objets, brûlez les souvenirs. Elle marque les couples à travers les cadeaux qu'elle envoie. Surtout le voile de la mariée et la cravate du marié. Si vous voulez savoir qui est Tolani, allez à la vieille maison isolée de Baker Street. Vous ne la manquerez pas. » Cheta, à cet instant, se souvint comment M. K avait insisté sur le fait que son patron, Tolani, avait décidé d'offrir au couple leur voile de rêve et leur cravate en signe d'appréciation pour avoir utilisé ses services. Cela n'avait pas semblé important à Cheta, qui avait accepté sans y réfléchir à 2 fois. Maintenant, son cœur se serra. Réalisant que les cadeaux étaient maléfiques, Cheta courut à la chambre et ouvrit en grand la porte de son dressing. À l'intérieur, toujours soigneusement préservé dans une boîte blanche, se trouvait son voile de mariée, doux, soyeux, et sentant encore légèrement la lavande. La cravate de mariage de son mari pendait au crochet à côté. Cheta saisit la cravate et le voile en panique. Il ne les avait jamais réutilisés depuis le jour de leur mariage, mais aucun d'eux n'avait eu le cœur de s'en débarrasser. Cheta se précipita à l'arrière de la maison et alluma un feu dans un fût métallique. Elle y jeta le voile en premier et regarda les flammes l'engloutir. Elle lança ensuite la cravate dans le feu et observa les flammes monter plus haut puis mourir immédiatement. Cheta sentit un certain apaisement. Elle n'était pas sûre que cela ait fonctionné, mais une chose était certaine, les objets maléfiques n'étaient plus en leur possession. Alors qu'elle rentrait dans la maison, son téléphone sonna, et Cheta réalisa que c'était un numéro inconnu. Elle hésita un moment et décrocha, désireuse de savoir qui c'était. « Allô » dit-elle, mais tout était silencieux pendant quelques secondes, suivi d'un chuchotement qui lui glaça le sang. 10 ans était le prix. Le contrat ne peut être annulé. Le feu ne peut vous sauver. Le pacte a été scellé au moment où vous l'avez porté. Le compte à rebours a déjà commencé, dit la voix avant d'éclater d'un rire machiavélique, puis la ligne se coupa. Cheta serra son téléphone et s'effondra au sol, le cœur battant la chamade, alors qu'elle essayait d'appeler son mari. L'appel sonna et sonna, mais son mari Hugo ne répondit pas. Cheta devait maintenant aller au fond des choses. Alors, elle attrapa ses clés de voiture et se précipita hors de la maison en direction de Baker Street. Cheta conduisit jusqu'à Baker Street et arriva à la vieille maison décrite dans les commentaires du poste qu'elle venait de lire. Elle resta assise dans sa voiture et observa la maison, délibérant sur le fait d'aller frapper à la porte ou non. Alors qu'elle était là, elle vit quelque chose à quoi elle ne s'attendait jamais. Son mari, Hugo, sortit de la maison, et Cheta ne parvenait pas à le comprendre. Ses mains agrippèrent le volant tandis que son cœur battait comme un tambour. Elle regarda, incrédule, alors que son mari Hugo quittait la vieille maison de Baker Street, la même adresse où le commentaire anonyme avait révélé qu'elle pourrait découvrir qui était vraiment Tolani. L'esprit de Cheta était en ébullition avec des questions. Que faisait Hugo là? Savait-il quelque chose sur Tolani? Faisait-il partie de tout cela? Cheta prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. Elle ne pouvait pas faire demi-tour maintenant, pas après ce qu'elle venait de voir. Elle s'approcha donc de la porte de la maison et commença à frapper, mais personne ne répondit. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois, et la porte finit par grincer en s'ouvrant.
Cheta entra dans la vieille maison et rencontra une femme qui se tenait derrière la porte en souriant. « Vous êtes là », dit l'étrange femme en lui faisant signe de la suivre à l'intérieur. Cheta hésita un moment alors que son téléphone portable sonnait sans arrêt. C'était son mari, et Cheta ne pouvait pas décrocher tant qu'elle n'avait pas compris ce qui se passait. « Êtes-vous Tolani ?» demanda-t-elle à la femme, qui l'informa qu'il y avait beaucoup à lui raconter. La femme la conduisit dans une pièce et lui fit signe de s'asseoir. Elle s'assit en face d'elle et commença à parler. « Tolani n'est pas qui vous croyez, » dit la femme, d'une voix basse et posée. « C'est ma sœur jumelle, et une fois que vous m'avez vue, vous l'avez vue, car nous sommes si identiques. Son vrai nom est Déborah, et elle n'a pas toujours été comme ça. Ma sœur Déborah était une fille très calme et amicale à qui la vie a porté un coup fatal. Tout est arrivé il y a 15 ans, quand nous avons eu 20 ans toutes les deux. Déborah rêvait de devenir une planificatrice de mariage renommée. Elle fit tout son possible pour se faire un nom, mais cela fut brutalement interrompu lorsque l'impensable se produisit. Déborah fut engagée pour organiser les mariages d'un groupe d'amis qui devaient se marier le même jour. C'était un énorme contrat, et Déborah était ravie de planifier leur mariage. Un jour, elle reçut un appel concernant une réunion urgente avec les couples. Déborah abandonna tout ce qu'elle faisait et se précipita au rendez-vous. Elle arriva sur les lieux et rencontra les jeunes femmes qui lui offrirent une boisson. Déborah prit la boisson et s'effondra au sol, inconsciente. Elle se réveilla quelques heures plus tard pour entendre des machines bipant continuellement autour d'elle. Elle n'avait plus d'yeux, et son visage était gravement défiguré. Les médecins lui révélèrent qu'elle avait beaucoup de chance d'être en vie. Mais Déborah ne se sentait pas chanceuse. Elle se sentait maudite, brisée, trahie par les mêmes personnes pour lesquelles elle avait travaillé si dur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ses clientes étaient des ritualistes qui l'avaient utilisée dans un sacrifice sanglant pour s'enrichir. Tout ce dont elle se souvenait avant de perdre connaissance, c'était les entendre dire que, lorsqu'elle serait enfin riche, elles engageraient la meilleure planificatrice de mariage que le pays ait jamais connue. Déborah fit tout son possible pour les retrouver, mais elles étaient introuvables. Tous les noms qu'elle lui avait fournis étaient faux, et Déborah n'avait aucun moyen de les localiser. Alors, elle décida de devenir elle-même la meilleure planificatrice de mariage du pays, afin de se venger à sa manière. Déborah disparut pendant 2 ans. Personne n'eut de ses nouvelles. Personne ne savait où elle était. Et pendant ce temps, elle vécut comme un fantôme dans une maison familiale abandonnée à la périphérie d'Ibadan. Un endroit si caché qu'il n'apparaissait même pas sur les cartes. Là, brisée et aveugle, elle fit un vœu. Déborah s'offrit elle-même, sa douleur, sa rage, son âme même, en échange de pouvoir. Elle entra dans une alliance avec des forces qui n'étaient pas de ce monde. Et le marché était simple. Pour qu'elle devienne la meilleure planificatrice de mariage de tout le pays, ses clients finiraient par mourir le jour de leur 10e anniversaire de mariage. À partir de ce moment, Déborah cessa d'exister, et Tolani était née. Ma sœur savait que tant de vies seraient ruinées par cela, mais elle s'en moquait, tant qu'elle retrouverait un jour ses coupables. Elle était maintenant la meilleure planificatrice de mariage du pays et savait que les coupables viendraient la chercher pour organiser le mariage de leurs rêves. Quant aux personnes innocentes prises dans sa toile de vengeance, elle leur accordait 10 ans pour jouir d'un bonheur conjugal, après quoi sa vengeance prendrait pleinement effet. Son contrat le stipulait en petits caractères, mais beaucoup ne prenaient même pas la peine de lire le contrat avant de signer. Ils étaient trop avides d'avoir leur mariage organisé par la meilleure. Cheta était figée, les doigts enfoncés dans les accoudoirs de sa chaise tandis que la femme poursuivait sa révélation glaçante. « J'ai essayé de l'arrêter, dit-elle doucement. Je l'ai supplié de pardonner, de guérir. Mais Déborah s'était déjà abandonnée. Ce qu'elle a perdu ce jour-là, ce n'était pas juste ses yeux et son visage. C'était son âme. Et une fois l'alliance scellée, elle est devenue quelque chose d'autre entièrement. » La gorge de Cheta était sèche. « Pourquoi le voile et la cravate ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité, et la femme lui offrit un sourire amer. « C'est comme cela qu'elle les marque. Chaque marié et chaque mariée reçoit sa signature de mort. Le voile et la cravate sont plus que des cadeaux. Ce sont des gages du pacte. Une fois portés, le compte à rebours commence. Rien ne peut l'arrêter, sauf une chose. » Les yeux de Cheta s'écarquillèrent alors qu'elle demandait ce que cela pouvait être,
et la femme l'informa qu'il devait trouver les personnes responsables de la situation de sa sœur. Ils doivent venir demander pardon, sinon la malédiction ne s'arrêtera pas. Cheta resta là, confuse. Elle ne savait pas qui étaient ces gens, encore moins où les trouver. Tout ce que la femme lui dit, c'est que l'un des coupables avait un tatouage unique sur le bras, un tatouage avec le nombre 1159. Les yeux de Cheta s'écarquillèrent sous le choc. « Vous avez dit 11h59 ?» demanda-t-elle alors que son cœur semblait s'arrêter. « Est-ce possible ?» pensa-t-elle en elle-même alors qu'elle remerciait la femme et rentrait chez elle. Cheta rentra chez elle en tremblant, incapable de respirer. Elle entra dans sa maison, les jambes flageolantes, s'agrippant au chambranle de la porte pour se stabiliser. 11h59. Ce chiffre ne lui était pas seulement familier, il était tatoué sur le bras de son mari. Rien n'avait de sens pour elle alors qu'elle essayait de ne pas croire que son mari était responsable de tout ce qui était arrivé à Tolani. Alors qu'elle était assise là, Hugo entra dans la maison pour la retrouver. « Où étais-tu ? Je t'ai appelé pendant des heures, » dit-il en s'approchant de sa femme, Cheta, dont les yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Comment as-tu pu ?» demanda Cheta à Hugo, qui essayait de comprendre de quoi elle parlait. « Tu as ruiné sa vie, et maintenant beaucoup de gens sont morts à cause de ton acte maléfique. » Elle dit à Hugo tout ce que la sœur de Tolani lui avait révélé. Hugo resta assis, tremblant, fixant le tatouage sur son poignet, incapable de prononcer un mot. Après un long silence, Hugo parla enfin. « Cheta, je ne l'ai pas fait. Je te le jure. » Cheta cligna des yeux, confuse. « Alors explique le tatouage. Explique-moi tout. » Hugo se pencha en avant, la voix calme mais tendue. « Il y a de nombreuses années, quand j'étais encore à l'université, j'avais un ami nommé Bi. Il était fou, aventureux, me traînant toujours dans des trucs dingues. Un jour, il m'a mis au défi d'aller me faire tatouer. Il disait que cela symbolisait vivre la vie à fond, que le nombre 1159 signifiait que nous devions vivre comme si nous n'avions plus qu'une minute. » Cheta le regarda en silence tandis qu'il continuait. « J'étais jeune, stupide, et j'essayais de l'impressionner. Alors j'ai accepté, et nous nous sommes tous les deux fait tatouer. Mais tout a changé quelques années plus tard. Bi est venu me voir un jour avec une offre. Il m'a dit qu'il y avait un moyen de devenir riche grâce à ce qu'il appelait l'élévation spirituelle, des rituels, Cheta, de l'argent du sang. Il avait déjà rencontré des gens qui pouvaient aider. Il a dit qu'il planifiait un gros sacrifice. » Le visage d'Hugo se tordit de dégoût. J'ai dit non et je suis parti, et nous ne nous sommes plus jamais parlé. C'était la fin de notre amitié. J'ai enterré ce chapitre de ma vie et j'ai avancé. Mais je n'ai jamais enlevé le tatouage. Je ne pensais pas que c'était important. Le souffle de Cheta se bloqua dans sa gorge, ses mains tremblant alors qu'elle demandait à son mari Hugo ce qu'il faisait dans la maison abandonnée de Baker Street. J'y suis allée pour déposer un sac à main que j'ai trouvé sur le bord de la route. Il y avait une carte d'identité à l'intérieur avec cette adresse. Alors j'ai appelé la propriétaire et me suis dépêchée de le lui rendre. Il dit cela à Cheta, qui resta là, stupéfaite de voir que tous ses doutes sur son mari avaient été infondés. Des larmes de soulagement emplirent ses yeux alors qu'elle s'effondrait sur une chaise, soulagée que son mari soit innocent. Cependant, il devait trouver Bi, et Hugo avait une vague idée de l'endroit où il pourrait être. Ils arrivèrent chez lui, et Bi fut ravi de les voir. Il les accueillit chez lui, et Cheta l'affronta pour ce qu'il avait fait à Déborah. Bi était marié depuis presque 7 ans et n'avait plus que quelques années à vivre. Comme prévu, Tolani avait organisé son mariage ainsi que celui de ses autres amis, qui étaient tous morts mystérieusement le jour de leur 10e anniversaire. Bi était le dernier à s'être marié et le seul encore en vie lorsque tous ses amis avaient commencé à mourir. Bi était terrifié mais ne savait pas quoi faire. Il avait vécu sa vie sans savoir que Tolani était toujours en vie et qu'elle était responsable de tout ce qui arrivait. Cheta l'informa à cet instant qu'il ne lui restait que quelques années à vivre s'il ne réparait pas ses torts envers Tolani. Tant de gens sont morts à cause de ton acte cruel, et beaucoup d'autres doivent encore mourir, y compris mon mari et moi-même, si tu ne réparais pas les choses avec elle. Bi se sentit très mal en entendant cela. Il accepta de rencontrer Tolani, et Cheta l'emmena à la vieille maison de Baker Street. Bi était terrifié. Il ne savait pas comment affronter Tolani après tout ce qu'il lui avait fait.
La sœur de Tolani les fit entrer dans la pièce où se trouvait sa sœur. Et Tolani ne pouvait pas croire ce qu'elle ressentait. Même privée de la vue, elle pouvait sentir sa présence, le poids de sa trahison emplissant l'air comme un brouillard épais. Elle se leva lentement du coin de la pièce, son visage défiguré dissimulé sous des couches de voile de soie. « Je ne savais pas que tu étais en vie, Déborah. Je pensais que tu étais morte ce jour-là. J'étais un imbécile. J'étais avide. Nous t'avons utilisé, nous t'avons menti, nous t'avons blessé, et tout ça pourquoi? Une richesse temporaire. Regarde ce que cela a maudit. Tous mes amis sont partis, et je n'ai pas dormi paisiblement depuis des années. Je n'ai jamais su que tu reviendrais, Dora. Et je n'ai jamais pensé que tu irais aussi loin pour te venger. » La voix de Tolani se brisa, révélant la douleur sous sa vengeance. « Vous avez fait de moi ce que je suis. Toi et tes amis avez mis fin à ma vie avant même qu'elle ne commence. Je suis morte ce jour-là, et quelque chose d'autre a pris ma place. » Bee s'avança lentement et posa sa tête à ses pieds. « S'il te plaît, pardonne-moi, dit-il. Prends ma vie si tu le dois, mais épargne les personnes innocentes qui n'ont rien à voir avec ça. Plus personne ne doit mourir maintenant que tu m'as enfin trouvé, dit-il à Tolani, qui resta immobile un long moment. La pièce entière tomba dans le silence alors que chacun anticipait ce qu'elle ferait ensuite. Après un moment, Tolani tendit la main et leva la malédiction, à la surprise de tous. Elle avait passé toutes ces années consumées par l'amertume, détruisant la vie d'innombrables personnes innocentes qui lui avaient accordé leur confiance. Tolani n'était pas différente de Bee. Elle avait fait des choses encore pires dans sa quête de vengeance et savait qu'elle devait arrêter. Elle leva la malédiction à cet instant, libérant tous les couples marqués. Un lourd silence s'installa dans la pièce, personne ne s'attendant à ce qu'elle fasse cela. Bee ne pouvait pas en croire ses yeux. Il la remercia à plusieurs reprises, promettant de faire tout ce qui était en son pouvoir pour se racheter. Cheta et son mari Hugo furent si soulagés de savoir que la malédiction avait finalement été levée. Sa sœur se précipita pour l'étreindre, et pour la première fois depuis des années, Tolani parla à sa sœur avec tant de douceur. Elle lui chuchota, la remerciant de ne jamais avoir abandonné. Des larmes coulèrent sur le visage de sa sœur alors qu'elle serrait Tolani fort dans ses bras. « Je voulais juste retrouver ma sœur », sanglota-t-elle doucement en l'étreignant. L'amertume avait disparu, et Cheta était tellement reconnaissante de la façon dont les choses avaient tourné. Elle avait appris sa douloureuse leçon, ne plus jamais ignorer les avertissements de sa mère. La leçon à tirer de cette histoire est que nous ne devons jamais ignorer nos instincts ou les avertissements de ceux qui tiennent vraiment à nous. Être aveuglé par le glamour et les apparences peut mener à des conséquences dangereuses, surtout lorsque nous négligeons de regarder plus profondément. S'accrocher à la douleur et chercher la vengeance ne mène qu'à plus de destruction, transformant les victimes en bourreaux. L'histoire nous rappelle également l'importance de lire chaque détail avant de prendre des décisions qui changent une vie. Enfin, la véritable guérison commence lorsque nous confrontons la vérité et avons le courage de dévoiler le mal, aussi profondément soit-il caché. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Leçon morale centrale. La vengeance est un cycle destructeur qui finit par consumer aussi bien celui qui la cherche que les innocents pris dans son sillage. Le véritable courage réside dans la capacité à briser ce cycle par le pardon et la confrontation de la vérité. En résumé, cette histoire est une parabole moderne sur les dangers de l'orgueil, de l'ignorance volontaire et de la soif de vengeance. Elle nous exhorte à privilégier la sagesse, la prudence et le courage de faire face à la vérité plutôt que de succomber aux séductions superficielles et aux passions destructrices. Le chemin du bonheur et de la sécurité passe par la vigilance, l'attention aux détails, et finalement, par la compassion et le pardon.